Alors bonjour, on se rejoint aujourd'hui pour la capsule ostéopathiquement vôtre dans le groupe Interview et j'ai la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui un de nos collègues, donc Christian de France de Tersan, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors Christian, je vais te laisser te présenter et puis on passera aux questions après ta présentation. Merci. Directement comme ça. Oui, Bon, directement bonjour, comme ça. bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux Québécois, bonjour aux Français, bonjour à d'autres origines, je ne sais pas. Me présenter, oh là, ça va être. Je vais essayer de faire court, mais c'est long parce que c'est quand même. J'ai 60. Je vais avoir 74 ans au mois de juillet, donc ça fait un certain bail. Je suis kinésithérapeute au départ français, donc ça change un peu des physios québécois, par exemple. C'est pas tout à fait pareil. Et puis, je suis diplômé de kinésithérapie donc en 1967, donc ça fait 53 ans, ou ça va faire 53 ans de thérapie, on va dire ça comme ça. Après, j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait mon service militaire, etc. Et puis, je suis très vite tombé dans la marmite de l'ostéopathie ou dans la marmite de la manipulation, comme vous voulez. Puisque mon premier poste d'assistante kinésithérapie en 1969, après mon service militaire, c'est quelqu'un qui déjà manipulait. Donc, il m'a déjà fait d'instruction. Je parle de manipulation, puisqu'il avait suivi les enseignements du docteur Meigne. Et puis après, je suis parti, je me suis installé dans le midi de la France, puisque je suis dans le Vaucluse, au pied d'une montagne qui s'appelle le Luberon, donc un des ciels les plus purs de France, c'est ce qu'on dit. Et donc, ça fait maintenant, depuis 1972 que je suis dans cette région-là. Voilà, je n'ai jamais bougé, si ce n'est bougé de petits villages ou bougé sur Aix-en-Provence, un peu sur Marseille, etc. Voilà, donc, et depuis 1972, donc en 1973-74, j'ai commencé à suivre des cours, on va dire d'ostéopathie, entre guillemets, c'était surtout de la manipulation structurelle, des tissus mous, etc. Ça, c'était en Suisse avec un monsieur qui s'appelait Alexander Ruperti, qui était quelqu'un d'assez extraordinaire. C'était un franco-anglo-suisse, enfin avec un accent à couper au couteau, extraordinaire, et donc avec une très belle main, une très bonne main. Il nous a appris beaucoup de choses sur le plan manipulation, mais aussi diagnostic articulaire. Et puis j'ai continué. En 1975, je suis rentré chez M. Albert Bénichou à la MTA à l'époque. Et donc j'ai fait 3 ans de musculo-squelettique avec donc un certificat de musculo-squelettique en 78 ou 79, je ne me rappelle plus. Et puis en même temps, j'ai commencé le crânien. C'était à l'école, il y avait ça, et c'était Marc Bosetto qui dirigeait ça, qui était le patron du côté crânien. Et puis ils se sont séparés en 1980, et donc j'ai suivi Marc Bosetto pour finir le crânien. J'ai été diplômé en 1981. Et donc, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques écoles qui traînaient par-ci, par-là. Voilà. Et donc, nous, on avait quand même une formation en 6 ans. 3 ans de musculo-squelettique et 3 ans de crânien. Et dans mon jury de diplôme crânien, il y avait Denis Brooks qui est décédé maintenant depuis pas mal d'années. Et Denis Brooks, c'était un Anglais qui avait été élève de Sutherland, il ne faut pas l'oublier. Donc, on avait quand même un enseignement qui était un enseignement, comment dirais-je, assez traditionnel qui venait bien sûr de la base de l'époque mécanique de Sutherland. Parlons de l'époque mécanique de Sutherland, c'est-à-dire jusque dans les années 1945 à peu près. Après ça, j'ai continué ma voie. J'ai fait aussi de la médecine chinoise, donc pas mal de médecine traditionnelle chinoise, puisque je l'ai enseigné aussi pendant pas mal d'années. Et donc, en 1980, si je me souviens bien, quelque chose comme 81, diplômé, et en 80, j'enseignais déjà un peu de médecine traditionnelle chinoise. Et puis, donc, j'ai commencé à enseigner en 82, 83, quelque chose comme ça, parce qu'on cherchait du monde. Alors, voilà, après, j'ai créé une école en 90. Je suis venu au Québec en 1986, la première fois, ou 87, pour un congrès d'acupuncture. Et puis, je suis revenu en 1980, je ne sais plus les dates, je les ai notées, il me semble, c'est grosso modo en 1990 ou quelque chose, 91, pour faire passer des examens au COQ, puisque j'ai travaillé après au COQ, j'ai enseigné au COQ pendant plus de 10 ans ou 12 ans. Donc, je venais régulièrement à Montréal, 4 fois par an. Voilà. Et puis après, ça s'est arrêté en 2008 ou 2009, ça s'est arrêté. J'ai plus les dates en tête, c'est pas ça qui m'intéresse. Et donc, en 1990, j'ai créé avec des amis une école en France d'ostéopathie qui s'appelait Eurostéo pour faire que du temps partiel. Et en 92, on a commencé le temps plein. Voilà. Et ça s'appelait ISOEX, qui était souvent cité comme une des meilleures écoles françaises pendant très longtemps, que j'ai quitté en 2008.
En 2008, et donc j'ai commencé à naviguer dans pas mal d'écoles. J'enseignais dans 6 ou 7 écoles françaises. Ça m'a permis d'avoir un petit peu le tour. J'enseignais au CETOM, j'enseignais un peu dans beaucoup d'écoles, à Avignon, etc. Et puis, après, j'ai fait 5 ans, en 2010, j'ai fait 5 ans de responsabilité de temps plein chez Atman à Nice. C'était mon école de base. Et donc, j'avais été appelé par Marc Bosetto pour avoir un poste de directeur de site des 3 premières années et de responsable de la clinique. Donc, je suis resté 5 ans à plein temps. Et puis, après, j'ai arrêté. Et puis, enfin, j'ai arrêté. J'ai stoppé ma fonction à plein temps et je n'ai plus enseigné que 2 jours par semaine jusqu'en 2018. Voilà, c'est ça. Et en 2018, j'ai tout arrêté. Et donc, maintenant, je ne fais que du postgrad. Je faisais beaucoup de postgrad avant. Je fais beaucoup de postgradués puisque je fais beaucoup de cours, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne, au Québec. Je suis venu 3 fois depuis, une fois au premier congrès mondial de pédiatrie organisé par Alain Bouchard, etc. Hein, d'accord. Et puis après, je suis venu 2 fois au congrès à l'invitation du CEO de Philippe Druel. D'accord. Je pense que normalement, l'année prochaine, je devrais revenir aussi puisqu'il m'a dit tu dois être là pour c'est 35 ans, je crois, c'est ça, Caroline? Je ne sais plus. 40 ans? 34? Oui, l'année prochaine, ça sera 35. Cette année, ça va avoir lieu ou pas? Elle ne répond pas. Non, ça n'a pas lieu. C'est bien ça, hein, c'est annulé. Hein. Donc l'année prochaine, en 2021, il m'a dit tu viendras. OK. Voilà, donc beaucoup de postgradués, Israël aussi, Roumanie, la Russie, enfin beaucoup de choses. Voilà, ça c'est mon parcours professionnel, mais on pourrait développer. On n'a que 20 minutes, je crois, donc je vais m'arrêter là. Donc aujourd'hui, en confinement en France, ou en déconfinement plus exactement, hein, puisque ça fait 3 jours qu'on est, 4 jours, 4e jour qu'on est déconfiné, avec bien sûr des restrictions. Moi, je fais très attention parce que j'ai eu des problèmes de santé, et donc j'essaye de faire très attention à ce que je fais. Hein. Je suis toujours en traitement à l'hôpital, donc régulièrement. Voilà. Mais autrement, la forme est bonne. Donc voilà pour mon parcours très rapidement dessiné, mais je pourrais en parler pendant des heures avec plein d'histoires, plein de choses comme ça, etc. Alors la deuxième question, c'est ça? Oui, Ma je voudrais rencontre avec savoir, Viola donc, Freeman. est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Bon, donc, ma deuxième question après ta présentation, merci. C'était très intéressant de voir le parcours du début jusqu'à aujourd'hui. Donc, ma première question, ça serait, comment ça a été ta première rencontre avec Viola Freiman? C'était quand? C'était où? C'était comment? Alors, la première rencontre, c'était un séminaire organisé par Atman, qui était l'école où j'étais étudiant. Donc, il y avait en crânien, en partie crânienne de l'ostéopathie. Et donc, c'était en 1980. Donc, ça fait 40 ans. C'est ça? 80, oui. 80, 2000, 2020. 40 ans, oui, c'est ça. Tous les ans, Marc Bosetto faisait venir Viola Freeman. Il ne faut pas oublier que la première fois que Freeman est venu en France, c'était en 1964. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est justement Denis Brooks qui l'avait fait venir. Voilà, avec Magoun qui était venu, et puis avec Thomas Choulet. Donc, il y avait une douzaine de personnes qui avaient assisté à ce cours-là, etc. Puis après, il y a des choses qui se sont mises en place. Je n'ai pas toute l'histoire, je n'ai pas tout vécu, je ne connais pas tout. Mais en 1980, ça a été ma première rencontre. Tous les ans, donc, Atman faisait venir Viola Freiman pour un séminaire pour les 5e années. D'accord? On était en 5e. Enfin, en 2e année de crânien, mais en fait en 5e. On va raccourcir. Donc, Viola Freiman venait faire 5 jours de cours. Voilà. Première rencontre, c'est ça, en tant qu'assistant à un de ses cours. Donc, découverte. Découverte, donc, il y a 40 ans. Donc, ça veut dire elle est décédée maintenant il y a 3 ans, c'est ça, si je me souviens bien. Elle avait 96 ou quelque chose comme ça. Donc, elle avait 45, 50 ans. Elle était jeune, hein. Elle était jeune, mais une petite dame pleine de tonus, qui parlait doucement, mais parfois qui savait élever la voix, qui avait comment dirais-je, des attitudes des fois un peu particulières. Quand on posait une question qui ne lui plaisait pas, elle souriait, elle haussait jamais les épaules, elle disait jamais non, elle souriait, l'air de dire qu'est-ce que vous me posez là, ça m'intéresse pas ce que vous me dites, ou etc. Voilà. Donc, c'était un peu ça la première rencontre. C'était un séminaire de 5 jours. Mais ce séminaire, il m'a marqué. Pourquoi est-ce qu'il m'a marqué? D'abord parce que c'est la première fois que je côtoyais des Américains. Ou une Américaine, avec sa réputation, bien sûr, tout ce qu'elle avait fait, etc. Et donc, le séminaire, c'était comme toujours un premier séminaire avec des Américains sur le crânien. C'est le B.A.B.A. Donc, c'était MRP, flexion, extension. En fait, c'était le programme de base de la Sutherland Cranial Teaching Foundation, de la SCTF. C'est ce qu'elle faisait, puisqu'elle était agréée et on pouvait, je ne le savais pas à l'époque, mais on savait, tous ceux qui avaient suivi Freeman
il pouvait être agréé par la SCT, à savoir et pouvoir passer les degrés suivants et adhérer à la Cranial Academy. Donc, on ne le savait pas à l'époque, hein. C'était quelque chose qui était pour moi, moi ce qui m'intéressait, c'était d'apprendre, etc. Donc, le cours MRP, flexion-extension, torsion, side bending, rotation, tout ça, les strengths, tout ça, etc. La pratique, bien sûr, beaucoup de pratique avec elle. Elle passait entre les tables, bien sûr. On était nombreux, je crois qu'on était 70 ou 80, enfin c'était énorme. Et puis, bien sûr, il y avait des enseignants d'Atman qui étaient là pour être assistants, si je puis dire. Voilà, donc, et à la fin du séminaire, comme elle a vu que finalement, on savait pas mal de choses, elle pensait qu'on n'était pas si mal éduqués que ça, finalement, qu'on avait des mains qui étaient à peu près correctes. Elle nous a dit, écoutez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer une technique très intéressante que je pratique beaucoup et que j'ai bien affinée, etc. Et elle nous dit, je vais vous montrer la technique de drainage des sinus veineux du crâne. Ça, c'était, je pense, sa finale. À chaque fois, c'était comme ça, c'était sa finale. À cette époque-là, après, quand elle était plus âgée, je l'ai moins vue, moi, quand elle était dans d'autres pays, quand elle était plus âgée, je l'ai beaucoup moins vue. Moi, j'ai passé, en fait, 5 ans pratiquement là. Et puis après, j'ai passé sur d'autres choses. Mais j'ai beaucoup retenu d'elle. Alors donc, elle nous propose ça, et bien sûr, cette technique, on l'avait vue déjà. C'est pas possible puisque ça faisait partie du programme. Donc, elle nous montre ça. On la pratique, et puis en partant, avant de partir, elle nous dit, écoutez, moi c'est une technique, bon c'est vrai, c'est une technique homéostasique, c'est une technique qui permet une meilleure distribution des éléments des formes de santé à travers le corps, etc., etc. On ne va pas vous faire un discours là-dessus, mais c'est quelque chose qui est très intéressant dans les migraines, et particulièrement dans les migraines dites cataméniales, c'est-à-dire des migraines cycliques, de type hormonal. Et puis là-dessus, hop, c'était la fin du cours, elle s'en va, au revoir madame, elle repart, elle part. Et moi, je rentre chez moi, je prends ma voiture, j'ai 750 km en voiture, 800 km pour rentrer dans le Midi, et puis je reprends mon travail. J'avais à l'époque deux choses séparées. J'avais mon cabinet de kiné d'un côté, d'accord, et j'avais un cabinet d'ostéo de l'autre, hein, avec la même salle d'attente, mais j'avais des pièces séparées, et je séparais mes demi-journées entre des demi-journées de kiné et des demi-journées d'ostéo. Et donc, j'ai des patientes qui sont arrivées avec, comme ça, par hasard, je ne sais pas, en me disant, voilà, j'ai des maux de tête, j'ai des migraines, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Bon, ça a commencé comme ça, en fait. Et c'était l'époque où on cherchait tous parce qu'on faisait déjà un mémoire à cette époque-là. On avait un mémoire à rendre d'une 40aine ou d'une 50aine de pages. Parce qu'il fallait que ça soit sanctionné par ça. Donc, je n'avais pas de sujet, parce que moi, les lombalgies, les cervicalgies, tout ça, ce n'était pas l'intérêt fondamental. Et donc, là, je me suis dit, tiens, voilà ton sujet de mémoire, les migraines et la technique de drainage des sinus veineux du crâne, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà. Donc, je suis parti là-dessus. Et donc, avec des résultats parfois intéressants, parfois décevants, comme toujours. Et puis, je me suis dit, voilà ton sujet de mémoire. Alors, je me suis plongé dans les bouquins d'anatomie, puisque de toutes les façons, c'est ça le principal, l'anatomie. Hein. Quand je fais un cours aux premières années et que je suis au tableau, la première chose que j'écris au tableau, c'est anatomie, physiologie, sémiologie, pathologie et après ostéopathie en dernier. Donc, je rouvre les bouquins d'anatomie, j'étudie peut-être 10, 15, 20 bouquins d'anatomie sur les sinus veineux du crâne. Je vois des descriptions, je vois des trucs, et puis il y a des choses qui m'intéressent. Et je me suis aperçu qu'en fait, si on rassemblait un peu tout ce que les gens disaient, eh bien, on avait quelque chose de particulier. Et c'est comme ça que j'ai mis, entre guillemets, au point ce que j'ai appelé les 5 mouvements des sinus veineux du crâne. Là-dessus, j'ai écrit à Freeman, et en lui disant, voilà madame, j'ai trouvé ça, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle m'a répondu, continuez. Et donc j'ai fait mon mémoire de fin d'études là-dessus, ce qui a débouché quelques années plus tard, je vais le montrer quand même, sur un livre, il y en a qui le connaissent, qui s'appelle « Les sinus veineux du crâne, une clé des migraines » qui est paru en 1987. Donc ça, c'est la première rencontre avec Freeman. L'année d'après, ou 2 ans après, 81, oui, je passe mon diplôme, 82, je reçois un coup de téléphone d'Atman, qui me dit est-ce que tu peux venir de telle date à telle date pour les séminaires de Freeman? J'ai dit mais pourquoi? Parce qu'on a besoin d'assistants et si tu veux venir comme assistant, c'est bien. Voilà. Donc ça c'est 82. Donc, ok, j'ai dit banco, pas de problème. Hein. D'accord? Bon. En plus c'était gratuit, la revoir, c'était parfait. Très bien. Donc, mais il me dit il faut que tu viennes la veille. Ah bon? Et pourquoi la veille? C'est l'après-midi, la veille, l'après-midi, elle veut tous vous voir. Et elle va répéter avec vous toutes les techniques, tout ce qu'elle veut vous montrer pendant ces 5 jours-là. Extraordinaire, magnifique, très bien. Donc, effectivement, j'y suis allé l'après-midi.
Et donc, l'après-midi, elle nous a dit, voilà, on va faire ça, ça, ça et ça. Et elle est passée sur chacun d'entre nous. Et moi, elle m'a fait un frontal lift. Lift frontal. Et je peux vous dire que, sincèrement, j'ai vraiment compris ce que c'était qu'un lift frontal et ce que c'était que la dure-mère. Elle était d'une précision, mais d'une douceur extrême. C'était extraordinaire. Vous aviez l'impression qu'elle était là. Voilà. Et ça m'a beaucoup, beaucoup frappé, ça m'a beaucoup appris en même temps. Donc après, les 5 jours d'assistants, on était une douzaine d'assistants, hein, ce que les Américains appellent table trader, puisqu'ils exigent toujours un assistant pour 3 tables. Voilà, ça c'était, et puis ça a duré pendant 2 ou 3 ans, ou 4 ans, etc. Donc à chaque fois, alors elle avait des particularités, elle était végétarienne, elle mangeait que des vegetables. Mais quand elle mangeait des vegetables, elle redemandait des assiettes de vegetables. Voilà. Et puis elle racontait à table, elle racontait toujours des petites histoires, des petites anecdotes. Elle parlait beaucoup de son centre de San Diego. À la fin de chaque séminaire, elle faisait toujours un speech là-dessus. Elle faisait comme une espèce de quête pour avoir un petit peu d'argent en plus pour faire marcher son centre à San Diego. Voilà. Après, pendant 3-4 ans, oui, j'étais son assistant, enfin avec d'autres bien sûr. Hein. Et puis la dernière fois que je l'ai vue, c'est je crois, en 1996 ou 97, je ne sais plus. C'était à Paris. Elle faisait un séminaire. Moi, je faisais un autre séminaire à côté dans une autre salle de la même école. C'était, il me semble bien, à l'ESO Paris, il me semble bien, chez Capor aussi. Et donc, je la rencontre dans les couloirs, on discute un petit peu. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, je fais un séminaire sur autre chose, etc. C'était un séminaire sur la médecine chinoise et l'ostéopathie, je crois, avec la corrélation entre les deux. Et donc, on discute un petit peu. On était au même hôtel. On a dîné ensemble le soir avec d'autres. Et puis, le dernier jour du séminaire, enfin le lendemain, puisqu'elle repartait le lundi, moi aussi pareil, je me retrouve avec elle à la réception. Je me retrouve avec elle, ça c'est mon dernier souvenir vraiment avec elle, qui m'a vraiment marqué. Je me retrouve avec elle à la réception, et à la réception, elle avait l'air un petit embêtée. Je lui dis, Madame Freeman, qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, mais il me demande de payer le téléphone, et ma carte marche pas, et j'ai pas d'argent. Je lui dis, écoutez, combien vous devez? Alors je dis à la réceptionniste, je dis, combien elle doit cette dame? Elle me dit, je sais plus combien ça faisait, en francs de l'époque, hein, en vieux francs. Et donc, j'ai payé, c'est tout. Et puis, je lui dis, vous avez de l'argent? Elle dit, mais j'en ai pas pour prendre le taxi. Alors, j'ai donné un peu d'argent pour prendre le taxi. Bon, elle m'a jamais rendu, le problème n'est pas là. Mais ça, c'est des anecdotes qui m'ont frappé. Après, je l'ai revue. Alors, si elle m'a invité aussi, elle m'avait invité à aller parler éventuellement au premier congrès en Russie. J'étais pas très chaud. J'avoue honnêtement, j'étais pas très chaud parce que c'était bon, on va le dire, les Russes, c'est tous des médecins, etc. C'est pas que j'avais peur, etc. Mais je me dis, attends, l'ostéopathie, c'est pas les médecins, qu'est-ce qu'ils vont en faire une fois de plus, hein? Bon, alors aujourd'hui, on sait en Russie, ce sont effectivement que des médecins, il faut être médecin, etc. C'est encore un peu le système USA et ailleurs. Donc en Europe, on est un petit peu différent quand même. L'Europe continentale, on est quand même différent. Et vous aussi au Québec, vous êtes un peu différent. Voilà. Parce qu'on est ostéopathe, point final. Donc j'ai refusé d'y aller. J'ai dit non, madame, je ne suis pas libre et puis ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas dit que ça ne m'intéressait pas. Je dis que je n'étais pas libre. Voilà. J'ai dit que je n'étais pas libre et que c'était très gentil à elle de m'avoir invité. Voilà un peu mon histoire avec Freeman. Qu'est-ce que j'en ai retenu? Alors, les anecdotes, les anecdotes, il y en a peut-être d'autres, puis je les oublie. Non, c'est tout. J'ai d'autres amis qui m'en ont raconté en Italie, quand elle venait en Italie, etc. Mais après, moi, je l'ai perdu de vue. Hein. Voilà mon histoire avec Freeman pendant 4 ou 5 ans. Voilà. En dehors de ça, j'ai lu tout ce qu'elle a écrit, j'ai lu beaucoup de choses. Voilà, je me suis servi de beaucoup d'elle et dans mon enseignement, je pense assez proche de ce qu'elle enseignait au départ, de ce qu'elle nous enseignait. Je reste très proche de ça et très proche de Sutherland en tant que mécanique, pas le reste. Hein. Moi, je suis très, très pragmatique et il faut que ça avance. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous raconter sur Freeman très rapidement. Est-ce que je peux te poser une dernière question, Christian? Oui. Je voulais savoir, si on parle d'héritage ostéopathique, d'après toi, ça serait quel héritage que Viola a laissé à travers justement des étudiants comme toi ou des générations plus tard au niveau de l'ostéopathie, dans sa généralité, pas forcément juste crânienne ou viscérale, mais dans son ensemble, dans la philosophie, la science et l'art de l'ostéopathie? Moi, je pense que dans la philosophie, elle m'a inculqué le concept, hein, c'est clair. Hein.
c'est clair que j'avais déjà une idée de ça, mais le concept ostéopathique et la philosophie, elle me l'a, si je puis dire, imprégné. D'accord. Elle me l'a imprégné comme elle a imprégné beaucoup de gens. En France, par exemple, des gens comme Francis Peralade qui est décédé, comme André Ratio, comme Lionel Sartel qui les ont. Tout ça, c'est tous des gens comme Marc Bosetto, tout ça. C'est tout, ou comme moi ou comme d'autres. On est très nombreux à avoir suivi en fait la voie de Freeman, ce qu'elle nous apportait. Voilà, moi j'en ai vu d'autres. Hein. Bon, j'en ai vu d'autres. J'ai beaucoup travaillé avec une Anglaise qui s'appelle Sue Turner, qui était élève qui connaissait Anne Wells, etc. Donc c'est un autre circuit. Hein. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont appris beaucoup de choses. Freeman m'a beaucoup marqué, peut-être parce que c'était la première. C'était la première et son enseignement était très très pragmatique et surtout elle avait l'art de démystifier les choses. Ah, j'ai une anecdote. Ah oui, elle me revient. Il y a quelqu'un qui lui pose une question un jour dans un séminaire et qui dit « Madame, on nous a dit qu'il ne fallait pas faire de compression du quatrième ventricule chez une femme enceinte avant 3 mois et puis il ne fallait pas la faire non plus vers la fin de la grossesse parce qu'on risquait, etc. » Je la revois toujours s'arrêter et dire, pas dire, mais dans ses yeux, c'était « Mais qu'est-ce que vous me racontez là ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est ça. » Et elle reprend, après elle parle, et elle disait, mais attendez, alors soyons entre nous, d'accord ? Vous avez une femme qui arrive, qui est enceinte de 1 mois, ou 1 mois et demi, ou 2 mois, même pas, ou 1 mois, et qui a des contractions. C'est pas normal. La grossesse, c'est quelque chose de physiologique, normal. Normalement, si tout se passe bien, ça doit aller jusqu'au 9e mois, au moins jusqu'à la 37e semaine, sans problème. Elle dit, mais attendez, s'il y a des contractions, la compression du quatrième ventricule, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour diminuer les contractions. D'accord ? Ça diminue la contraction cellulaire et ça facilite les échanges. Ça m'a marqué. Ça diminue la contraction cellulaire et ça facilite les échanges. Donc, si vous faites une compression du quatrième ventricule, et que les contractions que présente cette patiente diminuent, c'est que vous avez fait quelque chose. Si les contractions continuent, c'est que ça n'est plus pour vous. Hop ! Médecin, gynéco, etc., etc. Voilà, c'était ça sa réponse, vous comprenez ? Voilà. Elle disait de toutes les façons, et on le sait parfaitement, on sait très bien, excusez-moi s'il y a beaucoup de dames qui sont là, mais on sait très bien qu'il y a à peu près 15 à 20% des œufs qui sont fécondés, qui sont évacués les premiers jours ou les deux premières semaines. D'accord ? Voilà. Donc, le risque, il n'y en a pas. Voilà. Et d'une, vous n'allez pas provoquer une fausse couche en faisant une compression du quatrième ventricule. C'est pas vrai. Ça. Faut arrêter. Voilà. Comme à la fin de la grossesse, c'est pareil. Vous n'allez pas déclencher un accouchement prématuré avec une compression du quatrième ventricule. Désolé de vous le dire, mais il faut arrêter. L'ostéopathie, c'est fait pour déclencher la santé ou faire revenir la santé et obtenir un équilibre. Voilà. À partir de là, il n'y a aucune technique. Il n'y a pas de contre-indication au traitement ostéopathique. Pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a que des contre-indications d'urgence médicale ou chirurgicale. Le reste, il n'y en a pas. Il n'y a que des contre-indications à certaines techniques à certains moments, sur certaines personnes. Et vous avez des pathologies de l'âge et du sexe. Avec ça, il faut gérer. L'ostéopathe, c'est un généraliste. Moi, je dis toujours, je suis un ostéopathe ordinaire. Parce que dans mes patients, j'ai de tout. Depuis le bébé jusqu'à la mémé ou le grand-père de 95 ans. Je vois de tout. Je vois pas, c'est pas parce que je fais des cours de pédiatrie que je fais que de la pédiatrie. Ça n'est pas vrai. C'est parce que ça me plaît, la pédiatrie, de l'enseigner et de porter mon expérience. Mais je fais d'autres cours. Je fais beaucoup d'autres cours. Donc, voilà, c'est ça mon expérience. Je ne suis pas spécialisé. Il n'y a pas pour moi de spécialisation. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, cette anecdote sur la compression du quatrième ventricule. Voilà, par exemple. Merci, Christian. Écoute, c'était très intéressant. Je te remercie de tout ce que tu partages, d'être là aujourd'hui avec nous et de donner de ton temps. Merci beaucoup. Et puis, je pense que ça a donné une petite tranche de vie que malheureusement, les gens qui n'ont pas connu Viola ne pouvaient pas avoir. Donc, merci beaucoup pour ton partage d'expérience personnelle avec Viola. Nous, on a surtout eu l'avantage un petit peu, excuse-moi, surtout un petit peu l'avantage de la côtoyer de très près et non pas dans un congrès ou etc. ou quand elle était beaucoup plus âgée. Où moi, je la vois encore en Italie se déplacer très difficilement avec son classeur
pour lire ce qu'elle avait. C'est là, elle était. J'ai même une photo. J'ai une photo de ce premier cours où elle traite quelqu'un d'entre nous en facial et debout derrière. Elle nous montre comment elle fait. Voilà. Moi, j'ai des films d'elle où elle traite des enfants qui sont. Tu le connais, le film. Il me semble que je l'avais projeté à Montréal. Hein, voilà. Donc voilà. Après, je connais bien aussi. Enfin, je connais bien. J'ai beaucoup côtoyé Holly Skink, et donc aussi bien en Italie qu'ailleurs, donc qui est son successeur en fait avec son pédiatre. Voilà, mais lui aussi, il est tout à fait dans l'esprit de Viola. Voilà, c'est pas la même chose. C'est clair que c'était Viola Freeman. Voilà. Et Holly Skink, on a eu la chance de le voir à Montréal dans les 2 dernières années, non? Effectivement. C'est un monsieur qui est d'une gentillesse et de l'humour, et effectivement, c'est sûr que c'est pas Viola. Mais c'est très intéressant de pouvoir le côtoyer aussi, effectivement. Tout à fait. Tout à fait. Moi, il m'avait même remis en main propre une clé avec le film qu'il avait fait sur la vie de Viola. Alors, on a des belles personnes. On a des belles personnes qui continuent à transmettre les enseignements des anciens. On essaye. Ah oui, tout à fait. Mais écoute, merci beaucoup, Christian. Je vais te rendre à ta vie dans le Sud. Je te remercie énormément de toute ta générosité. Et puis, au plaisir de se revoir face à face pour de vrai à Montréal ou en France, on verra. Ah, il n'y a pas de questions? Alors, c'est dans une autre partie, la question. On va faire une petite pause. Ah oui, on fait une petite pause? Oui, parce que oui, on fait toujours une petite pause entre les deux. Je te reviens avec la deuxième partie. Merci. OK.